Madame la ministre, vous venez d'assister à l'événement 100 femmes de culture qui met en avant 100 personnalités qui comptent dans le monde des arts. Il y a de plus en plus de femmes à des postes clés dans ce secteur culturel. On ne peut que s'en réjouir, j'imagine. Ce qui me réjouit, c'est, quels que soient les secteurs, que ce soit culturel, mais plus largement les secteurs de la vie publique, qu'on puisse mettre en valeur les compétences, les talents, les combats, les engagements de ces femmes qui participent à la construction aussi de l'attractivité de notre pays et de notre rayonnement culturel, économique et même social, puisque je disais tout à l'heure, les droits acquis pour les femmes ne sont jamais définitivement acquis, mais d'avoir des droits acquis en France et que ces combats féministes et pour les femmes puissent porter au niveau mondial et qui se transforment finalement en combat universel, c'est une fierté pour la ministre de la Culture que je suis, mais tout simplement pour la femme que je suis. Comment faire pour aller encore plus loin ? C'est de ne jamais lâcher ce combat et cet engagement. Je pense que ce sera un combat permanent. Là où les droits des femmes reculent, j'allais dire, la civilisation recule. Et on le voit encore avec les conflits aujourd'hui sur le terrain à l'international. Les premières victimes, quand il s'agit de remettre en cause un modèle de société, les premières victimes, ce sont les femmes, ce sont les jeunes filles, les jeunes enfants. Regardez en Afghanistan, première victime, on interdit aux femmes, ou en tout cas aux petites filles, d'aller à l'école. Ça paraît énorme, mais c'est en 2024 et à quelques heures de Paris et de la France. Donc le combat que nous menons ici, c'est un combat aussi pour toutes les femmes, c'est un combat universel, mais aussi si nous menons des combats, y compris dans le cadre de notre politique étrangère dans d'autres pays, c'est un combat que nous menons aussi pour les femmes françaises. Alors cette année, la France a accueilli le sommet de la francophonie. Comment justement réussir à faire rayonner davantage la francophonie à travers le monde selon vous ? Par ces femmes. C'est un vecteur culturel important, c'est un vecteur, je disais tout à l'heure, de rayonnement. Elles sont des traits d'union, elles sont dans la transmission. Mais tout ce qui se rapporte à la langue française, à notre langue qui est si riche, et qui, quand on parle de socle commun, cette langue est un socle commun pour des centaines de millions d'habitants dans le monde. Et donc ça, c'est un bien rare, un bien précieux, non seulement qu'il faut préserver, mais qu'il faut encore plus ouvrir. On l'a vu avec ce sommet de la francophonie, qui a été un véritable succès, avec les pays candidats, avec les levées de suspension. Donc tout le monde est intéressé de pouvoir rentrer dans cet espace. Et nous, on doit être fiers de pouvoir être à la base de ce vecteur international et qui permet aussi, on parlait tout à l'heure de sororité, de fraternité. La francophonie est un beau symbole de fraternité et de sororité. Moi, j'ai été très interpellée par la recrudescence, le nouvel engouement pour nos écoles françaises à l'étranger. Je vois par exemple les missions françaises, il y a une forte demande de scolarisation des enfants et dès le plus jeune âge, parce que nous avons des demandes d'intervention pour intégrer ces écoles. Et donc, ça, c'est une force pour nous qu'on doit absolument continuer à développer. Et d'ailleurs, TV5 y contribue, puisque quand on retrouve TV5 au fin fond du monde, vous contribuez évidemment à la promotion et au développement de cette langue française partout dans le monde. La France qui joue également les premiers rôles dans le secteur du cinéma. Vous avez inauguré à Coulommiers un plateau de tournage grandeur nature qui s'appelle Rue de Paris. C'est une reconstitution à ciel ouvert de la capitale. Quel est l'objectif exact de ce projet en fait ? Alors, comme vous savez, le cinéma français affiche de très bons résultats et le modèle d'ailleurs du CNC nous est envié partout dans le monde puisque certains pays veulent s'inspirer du CNC pour justement comme outil de financement du cinéma et notamment du cinéma d'auteur. Ça permet de pouvoir aider à la création et tout type de création par ce mode de financement. Et donc les studios que nous avons inaugurés à Coulommiers, c'est rien d'autre que de pouvoir encore attirer encore plus des tournages étrangers, des tournages à l'international. Quand je vois que le dernier film d'Audiard, alors qu'on a l'impression qu'on est en Amérique latine, ont été tournés dans les studios de Brie-sur-Marne, dans des studios. C'est quand même assez fascinant. La lecture, c'est la grande cause nationale du quinquennat d'Emmanuel Macron. Comment justement donner aux plus jeunes davantage le goût de la lecture selon vous ? C'est à tous les âges, c'est lire une petite comptine, une poésie dès la crèche. Moi, par exemple, c'est des ateliers que j'ai montés à la mairie du 7e arrondissement, en partenariat avec les crèches. On fait des initiations à la lecture par les sons, l'apprentissage de l'alphabet depuis tout petit. Et ensuite, c'est la manière de raconter une histoire. C'est comme ça que vous vous intéressez à la lecture. C'est pour ça que moi, je ne suis pas opposée à le développement aussi des livres audio. Parce que certains ont un peu de difficulté à se mettre dans les livres, parce qu'ils ont des difficultés à déchiffrer les mots. Et je trouve que les livres audio, ça permet
pour des gens qui sont un peu complexés par la lecture ou par cette difficulté de lire, ça permet de leur donner, de les décomplexer, de les désinhiber et de pouvoir avoir une sonorité, j'allais dire une musicalité des mots et de les inciter à la lecture. Oui, parce que vous dites souvent, Madame la Ministre, je veux désenclaver la culture, c'est-à-dire... Oui, je vais vous donner une anecdote qui est récente, dont j'ai parlé à personne. On m'a demandé, évidemment, ce qui est normal pour la ministre de la Culture, d'ouvrir la saison de l'opéra, à l'Opéra Garnier. Moi, j'adore cet endroit, c'est magique. Et à chaque fois que j'arrive dans cet opéra, je me dis, si j'avais imaginé un jour être dans cette loge, en face de cette scène, avec ces spectacles classiques. Et vous voyez, avec le statut que j'ai, avec la vie que j'ai aujourd'hui, et moi je me considère très privilégiée, avec un accès très très large. Je me disais, si demain je n'ai plus le statut de ministre de la Culture, je serais encore un peu gauche et un peu mal à l'aise de venir dans ce magnifique opéra. Et donc je trouve que accéder à la culture, c'est pas uniquement comprendre une œuvre, comprendre un lieu, c'est aussi la manière d'y entrer. Et c'est pour ça que mon fil rouge comme ministre de la Culture, c'est de faire accéder la culture au plus grand nombre. Et c'est pour ça que d'ailleurs je réforme le pass culture de manière très forte et en profondeur. Parce que le pass culture, on a vu les limites qui sont la reproduction sociale. Et donc, si vous voulez accéder à la culture, au métier de la culture, il faut de la médiation. Vous n'arrivez pas à la Comédie Française comme ça, vous n'arrivez pas à l'Opéra Garnier comme ça. Et donc, la médiation, l'aide à l'accès à la culture, c'est aussi, ça s'apprend. Et donc, c'est effectivement un de mes axes des politiques que je porte. Alors c'était une promesse d'Emmanuel Macron en 2017, la restitution des biens culturels spoliés pendant la colonisation. Où est-ce que vous en êtes sur ce dossier? Alors il y a la restitution des restes humains, parce que ça c'est aussi un volet important. Vous voyez, on ne pense pas que quand il y a eu des moments ou de guerre ou même de colonisation, qu'on puisse retrouver des restes humains. Dont les familles réclament, dont les pays réclament. Et donc là, avec Madagascar, j'ai signé un accord pour la restitution des restes humains et nous aurons une cérémonie officielle en janvier prochain pour cette restitution officielle. Et donc, il y a eu les lois sur la restitution. Les restitutions, ça a commencé par les biens spoliés aux Juifs pendant la période nazie. Et donc, on a procédé à cette restitution qui est toujours en cours. Et donc, ça a été une loi importante. Et ensuite, pour différents pays, il faut des lois d'espèces. Là, on a un sujet, par exemple, la Côte d'Ivoire, qui effectivement a demandé officiellement à la France de restituer un tambour. Et donc, le texte était en cours de cheminement et la dissolution et les événements politiques en ont empêché. Mais sur les restitutions, ce sont évidemment des engagements que nous avons et sur lesquels s'est engagé le président de la République. Et ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre. Mais il faut aussi qu'on s'assure que ces biens puissent bénéficier à la mémoire de la population, que ce bien ne soit pas remisé dans un placard ou je ne sais où, ou qu'il puisse être à nouveau spolié. Il faut qu'il y ait une traçabilité derrière. Oui, non, mais puis qu'il puisse être exposé, que en fait la population qui le demande puisse aussi en bénéficier, parce que c'est une demande souvent des populations aujourd'hui. Dans votre feuille de route, il y a aussi la question de l'avenir de l'audiovisuel public dans de nombreux pays francophones. On voit une volonté de refonte des médias publics. Quel avenir en France pour cet audiovisuel public? Si on veut le préserver, si on veut préserver sa qualité, mais aussi il faut revoir, parce qu'on voit qu'il y a un déclin des audiences, y compris sur les jeunes, parce que je crois que c'est entre 50 et 60 ans la moyenne d'âge pour l'audience de l'audiovisuel public. Il faut aussi s'adapter à ces nouveaux enjeux numériques, mais aussi à une concurrence de plus en plus agressive et de plus en plus structurée, et qui, effectivement, a de l'argent. Donc il faut, moi je pense, réorganiser l'audiovisuel public, comme c'est le cas dans l'ensemble des pays européens, à un ou deux pays près. Aujourd'hui, toutes les forces se rassemblent, et donc pour être plus efficace, avec un financement plus adapté, pour pouvoir justement préserver cet audiovisuel public. Et donc il faut préserver ça, parce que c'est un véritable outil d'accès à la culture pour le plus grand nombre. Madame la Ministre, pour terminer, j'aimerais que l'on essaye d'en apprendre un petit peu plus vous concernant à travers vos goûts culturels. 3 petites questions pour essayer d'en savoir un peu plus. Un film français à voir absolument, selon vous, votre dernier coup de cœur? C'est le film d'Audiard, Emilia, j'ai adoré. J'ai eu une passion pour cette actrice, Carla, que j'ai reçue au ministère de la Culture tout de suite après le Festival de Cannes. J'ai été vraiment transportée par ce film, qui ne se réduit pas, parce qu'on a voulu réduire à l'actrice Carla. C'est vraiment un film sur le secret, sur la liberté, sur le fait d'être soi-même. Et
moi, j'ai adoré ce film et vraiment, je le conseille. Le chanteur ou la chanteuse que vous écoutez depuis toujours? Non, mais alors, chacun sa Madeleine de Proust. Moi, j'avais une maman qui ne savait pas lire, pas écrire, mais elle adorait la variété française. Alors, on n'avait pas de machine à laver, et donc elle lavait le linge, je me souviens, dans la baignoire, en chantant à tue-tête, soit du Claude François, soit Sylvie Vartan, soit Nicoletta. Je crois que donc, vous avez moi, une chanson adorée de Sylvie Vartan d'ailleurs. Hein, c'est la Maritza. Et j'adore cette chanson parce que alors que même si mes parents ne comprenaient pas tout, mon père était très ému en l'écoutant, donc à chaque fois ça me ramène à cette enfance qui était une enfance finalement très française. Voilà. Et enfin, quelle serait la chanson idéale qui servirait de bande originale à la vie de Rachida Dati, ministre de la Culture? Alors, soit Born to be Alive, soit Will Survive. Voilà, si je pouvais résumer. C'est pas très français, mais je trouve que... On fera un petit écart pour cette fois. Okay. Merci Madame la Ministre. Merci à vous.